Je vais partir de ce livre, Histoire naturelle de l'architecture, comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Et le premier chapitre est sur l'origine de l'architecture. Et en fait, on a peut-être besoin parfois de comprendre quelles sont les raisons à l'origine des choses qu'on fait. Et quand on regarde l'histoire, on comprend que finalement l'architecture, c'est le corps humain doit rester toujours à 37 degrés. On a besoin d'avoir un environnement autour de soi, autour de 20 degrés, pour pouvoir décharger toujours un peu de chaleur. Et donc, en réalité, on ne peut pas survivre en France, en hiver, dans la neige, tout nu. On est obligé, à un moment donné, de s'habiller. Et l'architecture provient de cette nécessité de créer des microclimats qui, finalement, quand on regarde les légendes qui sont associées à ça, on voit ça dans les traités d'architecture de la Renaissance, il y a ce rapport avec Adam et Ève qui, au paradis, en fait, vivent dans un climat qui est parfaitement adapté. En fait, il fait 20 degrés, ils peuvent déambuler nus, ils n'ont jamais trop froid, trop chaud, et quand ils sont chassés du paradis, eh ben, ils se retrouvent sous la pluie et ils ne peuvent pas survivre comme ça. Donc, l'origine de l'architecture, finalement, c'est une construction climatique, c'est pour finalement créer un abri contre les effets de l'environnement qui est inhabitable en fait pour le corps humain, peut-être pour des raisons d'origine subsaharienne en fait de l'être humain qui s'est déplacé à travers la planète. Ça, c'est, si on veut, l'origine. Alors, on comprend que l'origine de l'architecture est climatique. Ensuite, les conséquences de l'architecture aujourd'hui sont également climatiques, puisque avec le réchauffement climatique, les températures augmentent. Et quand on regarde la responsabilité de cette augmentation des températures qui sont liées aux émissions de CO2 depuis le 19e siècle, on s'aperçoit que 39% des émissions globales sont issues des bâtiments, du secteur des bâtiments. Donc ça veut dire que les architectes, on est totalement responsables du réchauffement climatique. Souvent, on avait désigné l'aviation, enfin les avions qui représentent 2-3%, mais les architectes sont encore plus fondamentalement liés à ces questions-là. Et puis, après, il faut comprendre un peu le moment qu'on pourrait qualifier de dialectique, comme ça, dans cette histoire de cette prise de conscience du réchauffement climatique. En fait, dans les années 90, on comprend qu'il y a un réchauffement climatique. On comprend que 39% viennent des bâtiments. En réalité, 3/4 de ces émissions du bâtiment provenaient du chauffage. 1/4, c'était les matériaux de construction. Donc, au début, dans les années 90, on s'est attaché à réduire la consommation d'énergie. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces programmes d'isolation thermique capitaux pour diminuer les émissions de CO2. Et puis après, finalement, ça n'a pas trop mal réussi quand on voit les chiffres, puisque ça a fait baisser par 10 la consommation d'énergie, et on se retrouve dans un moment où finalement les matériaux de construction, qui n'étaient qu'un quart du problème au départ, c'est pour ça qu'on s'en souciait peu, est devenu la moitié du problème, et donc c'est devenu ce deuxième moment, si on veut, de praxis contre le réchauffement climatique, qui était celui de dire il faut choisir aussi des matériaux bas carbone, qui donc diminuer la consommation de béton notamment, pour aussi s'attaquer à ce problème-là. Mais il faut toujours comprendre que le premier problème était le problème du chauffage. Et puis le troisième moment dialectique, si on veut, c'est celui de se dire peut-être qu'il faut arrêter de construire ou de commencer à transformer les bâtiments. C'est un moment plus récent. Et puis, peut-être le quatrième moment, c'est celui de l'adaptation. On constate que le réchauffement climatique a bien lieu, qu'on commence à avoir trop chaud dans les maisons en été, que la facture d'électricité en hiver augmente, qu'on est dans une instabilité géopolitique, aussi avec la fin des énergies fossiles qui rendent l'accès à l'énergie compliqué. Et donc, finalement, on est, si on veut, dans cette lutte contre le réchauffement climatique dans le domaine de l'architecture, on est constamment en train d'évoluer, d'avancer et de devenir plus performant d'une certaine manière. Alors, mon point de vue par rapport à ça était de dire, si finalement l'origine de l'architecture est climatique, les conséquences de l'architecture, de la construction des bâtiments
et climatique aussi, puisqu'il provoque le réchauffement climatique, pourquoi les moyens pour faire de l'architecture ne peuvent pas également devenir climatiques? Pourquoi on doit continuer à utiliser la géométrie, les analogies, les métaphores, une manière de penser l'architecture comme on l'a fait au XXe siècle? Pourquoi on ne pourrait pas tout d'un coup se dire je vais composer des formes par convection, choisir des matériaux par conduction et non plus par analogie? Par exemple, pour donner un exemple très concret, quand j'étais étudiant, on choisissait les couleurs des matériaux comme référence culturelle à un endroit, par exemple. On construisait en rouge à Rome, ou rose à Rome, en blanc à Paris. Donc on choisissait des couleurs par rapport à des métaphores, des analogies culturelles, mais en réalité, on peut aujourd'hui choisir un matériau pour qu'il monte moins en température, pour qu'il ait un bilan carbone meilleur. Donc c'est d'autres critères qui peuvent rentrer en compte. Donc, cette idée de changer le langage de l'architecture, de se dire on va passer à une architecture climatique, c'est aussi l'objet de ce livre, qui est plus un livre pour architectes, si on veut, comme une sorte d'encyclopédie qui présente également mes projets. Et je dirais que les 4 éléments pour dessiner l'architecture, en fait, c'est les 4 modes d'échange thermique entre le corps, les objets et l'environnement, et ça passe par convection, conduction, évaporation et radiation. Donc aujourd'hui, si on veut faire un projet, finalement, on peut avoir cette grille avec ces 4 éléments et analyser à la fois les problèmes à travers ces 4 éléments et répondre également avec ces 4 éléments. Donc, le premier élément, c'est la convection, c'est en fait un échange d'énergie entre un liquide et un gaz ou entre 2 gaz. Et la convection, c'est à la fois la manière de se rafraîchir en été. En fait, quand on a un éventail, on vient balayer la surchauffe du corps. Et c'est aussi des phénomènes physiques, par exemple, que la chaleur monte et que le froid descend, qui fait que souvent, quand on a froid, on monte le radiateur, mais en réalité, la chaleur vient se chauffer sous le plafond et on a toujours froid aux pieds parce qu'il fait toujours froid, et donc on se retrouve dans des contradictions et une consommation, une surconsommation. Donc, il y a ça c'est pour le logement. Il y a des recommandations, par exemple, de dire, c'est des recommandations suisses pour essayer de minimiser la consommation d'énergie, donc de diminuer la facture d'électricité, mais aussi de diminuer les émissions de CO2. De dire, par exemple, une salle de bain, parce que je suis tout nu, mouillé, je vais la chauffer plutôt à 22 degrés. Par contre, le salon, je pourrais le mettre à 20 degrés parce que je suis habillé. La cuisine, 18 degrés parce que je bouge un peu. Et puis la salle de bain, la chambre à coucher à 16 degrés parce que je suis sous la couette. Et donc, si on se dit que partout on chauffe à ces températures, on va économiser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup de... Donc c'est finalement des normes responsables. Mais maintenant, en tant qu'architecte, comment on peut designer avec ça? Comment on peut se dire, je vais transformer ces normes ou ces règlements de manière, si on veut, artistique ou en composant avec ça. Donc c'est là où on peut composer par convection. On va se dire, je sais que l'air chaud monte. Quand j'ai mon radiateur, j'ai des pertes, j'ai une énorme masse d'air chaud sous le plafond qui ne sert à rien puisque je n'habite pas sous le plafond. Et donc, je pourrais en fait composer l'appartement par convection et me dire, je vais mettre la salle de bain tout en haut et puis je vais progressivement baisser en altitude dans l'espace. Et puis finalement, si je suis cette logique de manière très littérale, en fait, je me retrouve avec le plan d'un appartement contemporain comme ça, qui viendrait chercher les masses chaudes en haut et puis qui descendrait progressivement et qui deviendrait un modèle d'une sorte d'appartement qui économiserait de la chaleur. Alors, ces principes de convection, en réalité, ils existaient chez les architectes avant l'apparition du chauffage central des énergies fossiles au XIXe siècle. Quand on regarde la Villa Rotonda de Palladio, construite au XVe siècle, en réalité, ce qui est assez étonnant, c'est que la maison est complètement une sorte de machine climatique. En fait, alors, quand j'étais à nouveau étudiant dans les années postmodernes, on voyait ça uniquement d'un point de vue de composition, du rond à l'intérieur d'un carré, de proportions parfaites. Mais en réalité, Palladio explique
qu'il met 2 chambres en bas parce qu'en hiver on cherche le soleil, donc il les met au sud, et puis 2 chambres en haut au nord pour être à l'ombre, pour échapper à la chaleur en hiver. Et c'est pour ça qu'on a 4 pièces pareilles, parce que le matin on est là en été, là-haut, à l'ouest, au nord, et puis on migre à travers la maison pour chercher différentes températures pour être de manière confortable à une époque où il n'y a pas de radiateur. Et puis l'autre chose en coupe, c'est d'utiliser les grandes hauteurs pour évacuer l'air chaud, comme l'air chaud monte. Donc en été, on va faire des grandes hauteurs, c'est ce que recommandaient les architectes de la Renaissance comme Serlio ou Alberti, de faire des hauts plafonds dans les pays chauds et des bas plafonds dans les pays froids. Et donc, je contrôle le temps, juste voilà. Donc de faire ce système-là, finalement, cette coupole, c'est une machine à expulser l'air chaud et puis de la même manière, il introduit de l'air froid dans les sous-sols pour le rafraîchir et qui va sortir comme une fontaine d'air froid au milieu de la maison. L'air froid, comme il reste bas, il s'écoule, si on veut, dans les pièces, et puis le surplus d'air chaud repart. Donc finalement, la maison, elle est conçue avec ses principes de convection, et ce qu'on voit au final avec ce grand dôme, avec cette organisation géométrique de la maison, en fait, on peut le recomprendre aujourd'hui à travers ces questions climatiques. Alors, cette influence-là, nous, on l'a repris dans un concours qu'on avait fait pour un bâtiment universitaire à Lausanne, où on a eu le 3e prix, où finalement, on part un peu de la même manière avec cette possibilité de l'air chaud de s'expulser en hauteur au cœur du bâtiment. Et puis, ce qu'on ajoute à ça, c'est finalement 2 espaces publics, en disant les espaces publics, c'est pas seulement un nom sur une porte de cafétéria, mais c'est finalement aussi des valeurs climatiques qui peuvent être associées à ça. Se dire, je vais faire pour l'hiver un espace chaud en haut comme une serre qui surchauffe naturellement en hiver, et puis par contre, pour l'été, quand il fait trop chaud, je descends dans les sous-sols, dans une grotte, où je peux trouver la fraîcheur durant l'été. Et puis là, on voit le plan, une image comme ça de cette grille qu'on a repris à Palladio, mais qu'on a étendue, où l'air vicié peut ressortir en montant. Et puis, ce qu'on propose, c'est qu'en hiver, comme le bâtiment est construit sur des terres récupérées sur le lac, en fait, on construit, les nappes phréatiques sont à moins 3 mètres. Donc, en hiver, on ferme l'accès à l'eau, et puis en été, on peut faire rentrer l'eau. Et là, il y a également un rafraîchissement par évaporation en amenant l'eau neuve dans le bâtiment. Le deuxième point, c'est le refroidissement par évaporation, le mode de... Alors, c'est aussi toute la gestion de l'humidité dans les bâtiments. En fait, quand on ventile, on a toujours une ventilation dans les bâtiments, notamment, et c'est un des principaux points, c'est pour expulser les excès de vapeur d'eau qu'il peut y avoir. Et donc, on a conçu cet appartement par rapport à la migration de la vapeur d'eau dans l'air. Et puis, en fait, c'est également lié à la production de vapeur d'eau qu'on peut faire en hiver à l'intérieur d'un logement. Et finalement, on va organiser le plan en fonction des taux d'humidité qui sont produits à l'intérieur de la maison. Donc, c'est tout d'un coup des parties sèches et des parties plus humides. Et la maison n'est plus organisée entre privé-public ou entre jour-nuit, mais entre sec et humide, dans le sens aussi d'une rationalisation des modes de ventilation et de renouvellement d'air à l'intérieur de la maison. Donc au final, on a cet appartement, et quand on regarde derrière, on a effectivement une configuration un peu étrange où on a la cuisine où on produit de la vapeur d'eau et la douche qui sont au même endroit, puisque c'est là où finit finalement l'air chargé en humidité, et ça reconfigure aussi des modes d'organisation sociale, si on veut, aujourd'hui. On a repris ce principe-là pour un
un projet qu'on a fait pour la Biennale de Sharjah dans les Émirats, où finalement on est parti sur les traces, sur les traces du village de pêcheurs qui a été démoli mais partiellement reconstruit aussi. Et puis on pose le musée. Alors d'une part, on bloque complètement les rayonnements du sud, puisque pour éviter la chaleur et l'excès de lumière, puisqu'il fait l'ensoleillement est très fort. On ouvre seulement au nord. Et puis ensuite, on vient rafraîchir par géothermie, par un puits canadien. En fait, on fait descendre l'air, traverser les sous-sols, donc il se refroidit à la température annuelle moyenne. Et puis, il ressort au milieu comme une pipe à eau, comme un narguilé. Il est rafraîchi également par évaporation. En fait, quand il y a un changement de phase entre liquide et gazeux, ça diminue la température de l'air. Et donc, on a ce rafraîchissement et cet air qui peut remonter. Et pour qu'il remonte, en fait, on doit surchauffer en toiture. Et pour ça, on utilise un principe un peu d'albédo, c'est-à-dire que le soleil est plus rouge le soir, enfin comme un coucher de soleil rouge. Donc en réalité, on va mettre du bleu pour que le rouge soit absorbé et faire monter en température. Et puis comme ça devient plus chaud, ça fait monter l'air, monte et retire. Et donc il y a un mouvement naturel qui se fait à ce niveau-là. Un autre projet sur la radiation, enfin sur cet autre sujet de la radiation pour la Fondation Luma, où on a finalement, on s'est posé la question de la quantité de lumière dont il fallait dans un musée. Certaines œuvres, comme du papier photo, peuvent recevoir que 50 lux, d'autres, les peintures à l'huile, 200 lux. Et donc, finalement, il y a des gradations d'intensité lumineuse. Et dans cet endroit, dans ce bâtiment à Arles, il y a la lumière qui arrive, donc incidente, mais aussi ça dépend en fait du matériau qu'on a au sol, qui va réfléchir ou pas. S'il est noir, il ne va pas réfléchir. S'il est blanc, il va réfléchir. Et donc finalement, on a travaillé sur les deux choses. On a fait un modèle informatique qui analyse la quantité de lumière qui rentre par le toit, par les fenêtres qu'on trouve dans le toit. On obtient une moyenne comme ça, en jaune, c'est là où il y a le plus de lumière, en bleu, là où il y a le moins de lumière. On transforme ça dans un plan. Là où il y a beaucoup de lumière, on vient renforcer ça. Là où il y a peu de lumière, on vient renforcer l'obscurité. Et puis, finalement, ça donne les formes du musée avec cette gradation entre un white cube, si on veut, blanc, après gris clair, gris foncé, jusqu'au noir, et qui permet d'exposer dans différentes atmosphères et différentes quantités de lumière les œuvres. Un projet pour Taïwan qu'on a fait où le surplus de lumière, un peu, puisque plus on s'approche de l'équateur, plus le soleil est intense. Donc on a transformé une partie pour produire toute l'électricité d'un parc, comme une canopée de panneaux photovoltaïques. Et dessous, on a une sorte de jardin de ville tempéré, où le surplus d'énergie, finalement, est utilisé comme production d'électricité. Donc je termine là, et si vous voulez en savoir plus, donc il y a les deux livres Histoire naturelle de l'architecture qui est en poche, qui est sorti en poche chez Point Le Seuil, et puis ce livre Climatique Architecture. Merci.